Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler neuro-leadership. Est-ce qu'il est la prochaine étape dans la révolution du management? Alors, pour comprendre, moi je me suis posé une première question, c'est avons-nous besoin d'un leadership plus anthropo-responsable, c'est-à-dire responsable de l'humanité, comme on dit, éco-responsable pour la planète. Dans un monde où l'argent et le chiffre sont rois, quelle est la place pour l'être humain? C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai abordé cet article. Commençons par parler chiffres, justement. Un sondage de 2017 pour le ministère du Travail sur la qualité de vie au travail, QVT, nous apporte quelques éléments intéressants. Vous trouverez la documentation complète, évidemment, en lien. Par exemple, les politiques de qualité de vie au travail mises en place par les stratégies d'entreprise ne sont appliquées que dans 32% des cas. Les top managers ont aussi en tête, avant tout, les performances de l'entreprise pour la politique managériale de qualité. Néanmoins, ils semblent aussi conscients, 80% quasiment, qu'ils ont besoin de formation sur le sujet. Que ce soit les top managers ou les futurs managers, la grande majorité, plus de 90%, estiment que les pratiques managériales actuelles doivent changer. Pour nous diriger vers cette évolution, je vais vous proposer dans cet article une vision novatrice, et cette proposition, c'est le neuro-leadership. Alors, quelles sont les bases de ce neuro-leadership? Je vais vous répondre et je vais m'appuyer sur deux ouvrages pour le faire. Pour les anglophones, je vous propose Neuroscience for Leadership et pour les francophones, le leader positif. Ce sont évidemment deux ouvrages que je vais vous mettre en lien pour que vous puissiez aller chercher les informations un peu plus en détail sur ce que contient ces livres. Alors, en les étudiant, en explorant la littérature scientifique dans le domaine, et en ayant des retours sur mes formations dans le neuromanagement, il s'avère que cette approche porte ses fruits. Je vais vous proposer un résumé de ce qu'est être un neuroleader, et c'est autour de deux points principaux que vous allez pouvoir le retrouver. Le premier, c'est un neuroleader qui s'ignore. En fait, dans notre éducation, il n'y a pas eu de cours d'humanité, pas de cours de gestion des émotions ou des capacités cérébrales. De ce fait, nous nous basons entièrement sur nos expériences de vie et notre histoire, avec ce qu'elle a de positif et de négatif. C'est comme quelqu'un qui vous demanderait de piloter un avion alors que vous avez uniquement regardé le pilote faire. Ça n'a pas de sens. Alors, nous ignorons tout notre fonctionnement et de la réalité de nos capacités. Notre raisonnement est biaisé et nos habitudes parfois catastrophiques. Pour développer un neuroleadership éclairé et efficace, le manager va donc devoir, comme première mission, se connaître et évoluer dans sa dimension d'être humain avant de vouloir jouer le leader ou le manager. Deuxième chose et deuxième principe, le neuroleader, c'est le roi du soft power. Dans son évolution, le manager doit avoir à désapprendre quelques habitudes et des comportements. Par exemple, la coercition, l'autoritarisme, l'inéquité, les critiques sur la personne ou encore la rigidité mentale et la pression psychologique. Ces éléments sont des vecteurs d'émotions négatives chez lui comme chez ses collaborateurs. Ils vont empêcher l'activation des circuits de la motivation et vont entraîner un stress trop important. A l'inverse, il devra développer plusieurs compétences clés pour pouvoir inspirer et motiver son équipe. Quelques exemples: communication positive, valorisation du travail, encouragement pour réaliser les objectifs, empathie, partage émotionnel, et une attention complète, avec une flexibilité qui l'accompagne. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de travail à faire pour la plupart des managers, non pas qu'ils ne savaient pas le faire ou qu'ils ne l'ont pas appris à l'école, mais ce sont des qualités humaines, et donc du coup il faut aussi pouvoir les développer tout au long de sa vie. Alors vous l'aurez compris, ces deux axes vont être importants, et pour ça il faut qu'il y ait une transformation. La première, ça va être une exploration de soi-même et de ses habitudes d'être humain. Hygiène, emploi du temps, relations sociales et familiales, tout doit y passer. Ensuite, lorsque les nouvelles habitudes auront été prises, pour optimiser le fonctionnement humain, il s'agira d'entamer le travail sur ses comportements professionnels. Voyons quelques conseils pour arriver dans la prochaine partie. Comment mettre en place le neuroleadership dans le milieu professionnel? Alors, pour moi, je me suis dit que j'allais vous proposer 3 points à travailler et l'idéal pour évoluer vers une posture de neuroleader. Première chose, préparer son équipe au changement. Si vous décidez de progresser sur la voie du neuroleadership, vous allez changer, tout comme vos comportements. Pour préparer l'équipe à ces changements, vos discours fondateurs vont être décisifs. Pour faire clair, essayez de construire 3 axes avec une partie de storytelling. Faites concis, pas plus de 5 minutes, et clair, à savoir bien préparé. Proposez votre nouvelle vision de l'avenir sans entrer dans les détails concrets au départ.
Une fois terminé, demandez à vos collaborateurs ce qu'ils en pensent, comment ils aimeraient s'y intégrer et s'ils ont des éléments à ajouter ou à limiter. Préparez-vous à ce que toutes les idées ne soient pas acceptées tout de suite, mais soyez patient. Le cerveau a besoin de temps pour intégrer la nouveauté, surtout quand il n'y est pas habitué. Deuxième point à préparer, maîtriser l'art du débriefing. Rien de tel qu'une critique mal placée pour saper le moral et la motivation de vos collaborateurs. Gardez en tête un principe simple. En fin de journée ou après une réalisation d'un objectif important ou difficile à atteindre, faites uniquement des retours positifs. Pourquoi ? Parce que naturellement, votre cerveau active le circuit de la motivation et du plaisir lorsque nous atteignons les objectifs. Faites une critique, et cela casse toute cette dynamique, et évidemment, à l'inverse, le compliment le renforce. Vous aurez donc le temps de passer au point à améliorer, ou aux éléments qui n'allaient pas le lendemain matin, lorsque les gens auront toutes leurs capacités pour vous écouter, et surtout pour modifier dans la journée les éléments qui n'ont pas fonctionné la veille. Dernier élément, évidemment, ça va être de développer une communication émotionnelle. Pour inspirer, motiver et donner envie, rien ne vaut les émotions positives. Nous arrivons à nous surpasser, à passer outre la fatigue ou l'adversité, pour retrouver ces émotions. L'intérêt, ça va être de les utiliser au quotidien pour créer un environnement émotionnel serein, harmonieux et porteur. Un exemple simple, multiplier l'utilisation des mots émotionnels lors des réunions, des feedbacks ou des débriefings. Vous mettrez un poids supplémentaire dans vos paroles et donnerez l'opportunité à vos collaborateurs moins à l'aise avec leurs émotions de mettre des mots sur des ressentis. Faites-le avec sincérité et sans hypocrisie, sinon le retour de flamme évidemment sera à la hauteur des émotions faussement diffusées. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et évidemment partagez sur les réseaux sociaux si c'est le cas. Et le like qui va bien, l'abonnement si c'est pas encore fait. Et moi je vous souhaite évidemment bonne fin de journée et prenez soin de vous.